On a peu coutume de conjuguer la psychanalyse avec le temps de l'urgence, en effet, car on sait qu'elle demande, comme cela a été fort bien dit, une patience infinie, une patience dont les fondements logiques dépendent de son acte qui demande le temps qu'il faut et qui coupe donc dans l'urgence ordinaire du discours capitaliste face à cette sorte d'hyperactivité, de TDAH entier que le monde devient, installant de plus en plus de sujets dans ce qui consiste à ne pas penser, à ne surtout pas penser, pour pouvoir être. C'est là que la psychanalyse, elle, vous le savez, invite à penser et à prendre patience. C'est vrai, mais il y a aussi ceci, à quoi le titre de la journée nous préparait d'emblée, qui est l'idée qu'elle n'est pas toujours si simple, cette patience de la psychanalyse, car il n'est pas sûr en effet que l'inconscient ait toujours le temps d'attendre. Merci à celles et à ceux qui ont forgé ce titre, qui ont proposé et qui ont assuré l'organisation de cette journée pour nous en donner une idée. Qui ont montré aussi comment une constante surprise en ces lieux et ces temps où il est considéré que la psychanalyse n'a que faire, génère des actes féconds au regard même de notre discours. L'excellente introduction de ce matin a parcouru différentes subjectivités face au temps philosophique, social, artistique, jusqu'aux tentatives contemporaines de reprendre la main sur le temps. Elle a décrit là la psychanalyse comme se rapprochant de ce temps de discontinuité pariant sur un temps d'intensité, ouvrant un espace-temps qui échappe à l'accélération comme au spectacle. L'opposition qui y était effectuée entre l'urgence subjective et l'urgence analytique, certes se conçoit au premier regard, mais elle se complique ensuite, notamment parce que l'offre analytique, je le montrerai tout à l'heure, consiste précisément, quoi qu'on en pense, à satisfaire certaines urgences subjectives, à condition de bien les peser, bien sûr. Très précieuses aussi ont été les réflexions sur différents types d'urgences abordées durant cette journée. Les situations de crise adolescente nous y réfèrent avec acuité, on le sait, comme un des modes majeurs de l'urgence en ce moment de la vie, en ce moment de ce quitte ou double vertigineux de la vie qui hésite. Et il fut souligné, et c'est nécessaire, que ces crises ne constituent pas le plus souvent une entrée dans des pathologies qui s'inaugurent, mais plutôt l'aboutissement de celles qui ont été ignorées ou négligées, et témoignant également d'une double aliénation psychopathologique et sociale. Le Covid, notamment, a laissé des traces profondes. Le confinement a créé cette sorte de huis clos des prisonniers du temps logique, en somme, où il était devenu dangereux d'être avec les autres, déclenchant là nombre de pathologies. L'augmentation actuelle du mal-être des adolescents a été l'objet d'une réflexion, en lien notamment avec l'abord sexuel, la rencontre du féminin, cette logique inconnue jusque-là, puisqu'elle est évidemment inconnue dans l'enfance, cette logique du patou, là où les textes traditionnels, religieux ou autres, ont cessé d'être un mode d'emploi, du féminin y compris, aussi mauvais soit-il. En tout ça, dans un contexte institutionnel très abîmé, de sorte que le symptôme non interprété insiste, comme est-il dit, un tatouage raté. L'étude fine des transformations politiques et institutionnelles actuelles imposées aux adolescents, leurs doubles injonctions contradictoires, montre ce qui s'aggrave dans la condition qui leur est faite. Une réflexion sur l'urgence en folie était fort bienvenue également, où l'urgence se présente d'abord comme une temporalité de rupture éplée dans une belle clinique psychiatrique, mais lacanienne aussi, les deux s'articulant fort bien. La déclinaison du signifiant déshydratation dans un contexte de canicule indiquait que que le corps, ne tenait plus au sein du phénomène élémentaire. L'appui corporel sur le dos lui permettait alors une localisation de jouissance et sa soif inaugurale un territoire de stabilité. On entendait là remarquablement une réponse analytique à l'urgence subjective, sans écarter, bien entendu, le traitement des autres registres de l'urgence. Une autre réflexion fort importante relatait cette tension particulière, familière aux psychanalystes lors de la survenue d'idées suicidaires face au risque d'un suicide. Dans cette temporalité particulièrement de l'adolescence finie et infinie, comme elle était appelée,
Le désir de l'analyste y est particulièrement mis à l'épreuve. Il est interpellé, il est convoqué, sa présence devant être juste et son intervention décisive. Permettre la poursuite de l'élaboration analytique, mais aussi éventuellement en appeler un autre cadre pour traiter le danger réel n'est pas forcément une des missions de l'analyste, ça a été fort bien montré. La question de la précipitation et sa distinction avec la hâte nous ont montré également des choses essentielles. En premier lieu, que l'abolition de la temporalité engendre une urgence, comme dans la mélancolie. La temporalité, elle, engendrant la subjectivité. La réponse avant la question ne concerne pas que la mélancolie, elle manifeste aussi une précipitation problématique des thérapies actuelles, des réponses qui se présentent comme, je cite, le malheur de la question, appelant à la reformuler. On nous a rappelé utilement aussi les urgences que sécrètent nos sociétés en ce qui concerne les enfants, où les lois exigent désormais dans certains cas les signalements des praticiens, notamment dans les cas d'abus sexuels, de violence ou d'inceste, dont la fréquence s'avère importante. Vous l'avez entendu, cela concerne environ 3 enfants sur 10. L'introduction de la loi amène des changements notables, c'est une difficulté à gérer dans le parcours analytique, mais elle amène aussi à reconnaître d'autres urgences, par exemple celle dont il a été question de l'illettrisme. La pratique d'une analyste dans un hôpital militaire pourrait paraître, elle aussi, fort éloignée de l'exigence du cadre analytique. Mais on voit qu'il suffit, on a vu qu'il suffit d'y engager une conception et un désir suffisamment rigoureux qui distinguent l'événement, aussi ravageant soit-il, de l'historicité qui le concerne, remémoré selon le désir, l'intégrant dans le chemin du sujet pour qu'un récit s'inscrive et permette de porter plus loin les traces une fois qu'elles ont été relues. Dans les lieux contraints, il est souvent considéré que les psychanalystes n'ont que faire parce qu'ils n'y peuvent pas grand-chose. Or, ces expériences, si elles nous rappellent certes les limites de notre intervention, découvrent aussi des ressources qu'on n'y soupçonnait pas. Vous avez entendu combien l'accueil par un psychanalyste dans une institution d'urgence psychiatrique, ce qui n'existera bientôt plus, introduit une réflexion logique, presque une évidence. Une évidence qui pourtant n'aurait pas lieu sans la psychanalyse. Le praticien doit se détacher de toute urgence pour avoir sa temporalité propre. L'urgence n'est pas la hâte. Certes, la prise de décision obéit aux 3 temps logiques, elle a une dimension de pari, une part en échappe toujours, notamment lors de ces cas extrêmes qui consistent à séparer ou non un bébé de sa mère psychotique, ou l'introduction d'un travail avec la mère en vue de cette décision fort difficile à prendre change la donne, quelle qu'en soit l'issue. L'institution d'obstacles qu'elle constitue devient l'impasse même d'où émerge la solution, ici comme ailleurs, après tout. Un dispositif singulier, c'est ce qui s'invente, c'est ce qui a été inventé, face au nombre d'adolescents suicidaires, par exemple, un accueil en nombre, en grand nombre, de soignants très régulièrement au long d'une journée, vous l'avez entendu, avec un jeu psychodramatique, puis une verbalisation et un travail de quelques mois. Cet open dialogue opère de même et permet de limiter les neuroleptiques et les hospitalisations dans d'autres cadres. Un service de crise dit par conséquent calligramme tente cette démarche et tente d'apprendre à ses ados ce que parler veut dire. Dans l'écoute téléphonique des situations de crise, telles par exemple qu'elle fut mise en place lors du Covid, des contraintes encore plus massives éloignent cette intervention du cadre analytique, le nombre de 3 appels au maximum par exemple, qui ne doit pas considérer les appelants comme des patients. Mais on voit là aussi en quoi cette expérience engendre des effets propres d'ouverture, notamment à une démarche thérapeutique impliquant alors une bascule subjective. S'agissant enfin de la psychanalyse à contretemps, il est vrai que le temps moderne, comme il a été appelé, est aussi singulier, aussi hyperactif que le pluriel dans le pluriel de Charlie Chaplin. Il nous parle de cet homme moderne qui se dépêche et qui dépêche les autres, les uns et les autres, dans toutes sortes d'actions. Et on a vu comment la patience de l'analyste et celle de l'analysant s'y opposent, avec le temps qu'il faut pour lire, en effet, mais qu'elles ont aussi à se régler sur certaines urgences subjectives.
La dernière intervention, enfin, nous a montré que c'est aussi en termes d'urgence que peuvent se poser les modifications subjectives au cours d'une analyse, que certaines crises du sujet peuvent émerger sous une forme d'urgence hétérogène au long de la cure. Qu'elles soient psychotiques ou pas, elles font surgir un moment de vérité sur le désir, ni refoulé ni inscrit, où le désir de l'analyste, là aussi, s'avère décisif pour intervenir comme il convient, sans jamais y renoncer. Tout ce que nous avons entendu donc aujourd'hui était à même de nous montrer en quoi il n'y a pas lieu d'opposer l'urgence analytique à l'urgence subjective, mais d'articuler l'une à l'autre. Lacan écrivait ainsi au moment où il bouclait les écrits: tant qu'une trace durera de ce que nous avons instauré, il y aura du psychanalyste à répondre à certaines urgences subjectives. Cet assemblage, c'est dans les écrits, page 236, cet assemblage de la fonction psychanalyste et l'urgence subjective n'était certes pas alors habituelle en 1966. L'une étant adéquate à répondre à l'autre à certaines conditions, par conséquent notamment à la condition qu'il y ait du psychanalyste, ce qui veut dire que l'existence des psychanalystes n'est pas une garantie suffisante qu'il y en ait. La capacité même à répondre à ces urgences assure qu'il y ait là du psychanalyste. C'est une définition intéressante. Cette conception de l'urgence renverse donc en 1966 celle de l'ordinaire du psychanalyste au regard des urgences du sujet. L'abstention ordinaire en psychanalyse était là contredite par cette conception qui faisait de l'urgence subjective une part notable de la demande d'analyse et la jugeait satisfaite à la condition qu'il y ait du psychanalyste. On mesure là, d'ailleurs, cette pratique de Lacan qui ne reculait pas à prendre en analyse des personnes suicidaires, des personnes gravement à la dérive, ce qu'on appelle des cas lourds, au nom de quoi, d'ailleurs, on lui reprochait d'avoir à son actif quelques suicides. De quoi s'articule-t-elle, cette urgence subjective, par conséquent, pour venir s'accrocher précisément à l'offre psychanalytique avec la notion, selon la notion de satisfaction? Lacan l'articule ainsi dans un texte plus tardif, la préface à l'édition anglaise des écrits. Le mirage de la vérité, je passe, n'a d'autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse. Il poursuit: donner cette satisfaction étant l'urgence à quoi préside l'analyse. C'est brut, sans explication. Non seulement donc l'analyse satisfait une urgence subjective, mais elle préside à l'urgence de la satisfaire. Le propos est encore redoublé. Il poursuit que c'est une urgence qu'on n'est pas sûr de satisfaire, sauf à l'avoir pesée. Ajoutant, comme toujours, les cas d'urgence m'empêteraient pendant que j'écrivais ça. J'écris pourtant dans la mesure où je crois le devoir, pour être au pair avec ces cas, pour faire avec eux la paire. Fin de citation. Voilà une expression surprenante. Être au pair, surtout avec des cas d'urgence. Être au pair, en général, veut dire, il ne s'agit évidemment pas d'une fille au pair, veut dire être au pair, c'est être homologue en quelque sorte, égal, égal. Non pas semblable, bien entendu, mais homologue, égal. Et une paire, donc, en ce sens, comporte non pas des semblables, mais justement, là aussi, des homologues. Et en effet, c'est non pas tant un couple qu'une paire de deux termes qui forment la structure du dispositif analytique, l'un concernant le sujet divisé de l'inconscient, l'autre la position que soutient l'analyste. Ils doivent s'articuler pour faire la paire, donc, de l'urgence subjective qui anime pratiquement toute demande, et du psychanalyste. Mais il faut alors définir la nature de cette urgence au niveau du sujet. Quelle est-elle? Lors de la création de centres d'accueil d'urgence par des psychanalystes lacaniens de l'ECF, d'autres fragments de Lacan étaient également cités comme, sur l'urgence bien sûr, comme rien de créé qui n'apparaisse dans l'urgence. Rien dans l'urgence qui n'engendre son dépassement dans la parole. Dans les écrits toujours. L'urgence subjective est donc une urgence du sujet, certes, mais au sens où elle appelle à ce que quelque chose soit créé dans l'urgence. Pour le saisir plus précisément, il faut, comme ça a été évoqué, revenir au temps logique. La précipitation logique, dit Lacan, où la vérité trouve sa condition
indépassable. Fin de citation. Le fait que l'urgence engendre son dépassement dans la parole, lui, nous le connaissons bien. Il ne fait pas problème, tout le monde le sait, tous les domaines de l'urgentologie. À quelle urgence subjective donc obéit cette hâte en psychanalyse? Elle obéit à un processus de certitude anticipée, on le sait, on l'a repris longuement durant cette journée, un état de conviction subjective qui devance la preuve. Elle n'est pas le résultat d'un calcul achevé, elle est la cause d'un acte, et c'est cet acte qui, lui, en retour, vient valider le calcul. Voilà la torsion essentielle. Anticipatrice d'abord, rétroactive ensuite, qui concerne ce temps logique. On connaît, n'est-ce pas, le petit exercice des 3 prisonniers où seul sera libéré celui qui peut deviner quelle est la couleur qu'on a collée dans son dos en fonction de celle que portent les autres, sachant qu'il y a 3 disques blancs, 2 noirs, mais ne sachant pas que seuls les blancs ont été attribués. On peut bien sûr se livrer avec plaisir à cet exercice. Il en résulte évidemment ces 3 temps que Lacan a distingués: l'instant de voir ce qu'ont les autres, le temps pour comprendre ce qu'il a lui-même et le moment de conclure s'il sort. Cependant, si on en restait simplement à cette succession, voir, comprendre, conclure, il n'y aurait là que quelque chose de très banal. Tout le monde comprend ce que veut dire voir, comprendre, conclure. C'est pas ça la question. Ce qui n'est pas banal, c'est que l'acte qui conclut et tranche ne peut se faire que dans l'urgence et par anticipation. C'est-à-dire avant tout savoir véritable du sujet. Pourquoi? Dans l'exemple des prisonniers, c'est simple, il doit trancher et sortir avant qu'un autre conclue lui-même et sorte et soit libéré. Mais pour ce faire, il doit lui aussi se baser sur une certitude qui n'est pas véritablement fondée, en tout cas pas par un sujet. En réalité, un acte est exigible du sujet à partir d'une position où il se saisit comme objet au regard de l'autre. C'est ça dont il s'agit dans le temps logique et des 3 prisonniers, et Lacan l'a précisé plus tard. Loin qu'un sujet déjà constitué produise un acte qu'il aurait dans sa besace, c'est l'acte produit à partir de l'objet qui anticipe et fonde ce sujet. Nous saisissons donc qu'urgence subjective veut dire en somme en urgence de sujet. Il ne s'agit pas d'un génitif subjectif, il s'agit d'un génitif objectif. Ce n'est pas tant qu'un sujet constitué est dans l'urgence de produire cet acte, c'est qu'il y a urgence à ce qu'un sujet se produise par cet acte, à partir de cet acte. La demande d'analyse est celle d'un sujet se fonde à partir de l'objet, précisément de l'objet qu'il est devenu dans tel ou tel cadre, et qui pousse à cette urgence. Si du psychanalyste est susceptible de satisfaire à cette urgence, à produire du sujet, bien c'est que la supposition de savoir qu'il soutient a pour effet de supposer du même pas un sujet dans la demande. Et qu'en outre, en se faisant semblant de l'objet qui cause le désir, il contribue à ce que ce sujet, se produise. Donc nous avons vu combien l'urgence sociale ou politique est traitée de nos jours en appliquant quelques données psychanalytiques. Comme disait Freud au siècle dernier, ils viennent réchauffer leur petite soupe à notre feu. Mais à certaines urgences subjectives, il n'y a que du psychanalyste qui puisse répondre, qui puisse satisfaire, qui puisse faire assez pour faire la paire. Notre parcours d'aujourd'hui, vous l'avez vu, a fait voler en éclats, à cet égard, nombre d'évidences supposées consensuelles dans la doxa qui menace les psychanalystes de somnolence. Cette journée a aussi montré, à mon sens, que notre communauté progresse dans ce qui consiste à énoncer sa réflexion de façon audible, sans rien sacrifier de la difficulté conceptuelle qu'elle a à manier. C'est un enjeu majeur. Au moment où les mesures éliminant la psychanalyse des processus de soins s'accumulent, où les vocations psychanalytiques se font plus rares au fur et à mesure que la disqualification qu'elles ont subie dans les discours porte ses effets, on ne peut que poursuivre, persister dans cette voie, jusqu'à ce que la psychanalyse apprenne au monde à nouveau,
puisqu'elle ne le fait plus à l'heure actuelle, vous le savez. Quelque chose qu'il ignore.